Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous à ce programme international où nous parlons de politique, surtout de la politique africaine vraie. Nous parlons aussi d'économie et nous vous permettons un tout petit peu, dans ce volet touristique, de découvrir la beauté africaine. Tous les espaces africains qui vous donnent envie de mieux connaître votre continent, de mieux connaître notre continent. Je suis Constiga. Au Qatar, nous allons retrouver toute la délégation ivoirienne conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, qui lui aussi n'est pas de tout repos pour sécuriser les habitants de Côte d'Ivoire, ses compatriotes ivoiriens. Au Qatar, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, a participé à la 8e édition de l'exposition maritime de Doha. Plusieurs objectifs visés par le ministre d'État, ministre de la Défense, dont tous convergent vers le bien-être sécuritaire des populations ivoiriennes. Reportage Charlotte Abdoulaye. La 8e édition de l'exposition et conférence internationale de défense maritime, dont l'objectif principal est de construire des partenariats et des alliances axées sur l'établissement de la sécurité et de la stabilité dans nos mers et océans, contribuant positivement au bien-être économique et social des nations et des communautés, qui se déroule au Qatar du 4 au 6 mars. La Côte d'Ivoire est représentée à la 8e édition du DIMDEX 2024 par son ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, ce qui traduit l'intérêt du gouvernement ivoirien à cette thématique. Nous avons des partenariats avec certains fournisseurs que nous venons de rencontrer pour faire avancer les dossiers. Ce genre de savoir est très important pour voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons bénéficier du soutien de ce pays important. Le Qatar, ce n'est un secteur pour personne. Recèle beaucoup de capacités, mais pour ce faire, nous pensons qu'il est important pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui essaie de se développer sur le plan militaire. Le Centre national de convention de Doha a abrité la cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous des acteurs du secteur maritime, occasion pour les uns et les autres d'échanger avec les entreprises concessionnaires de bateaux et d'avions. En marge de la 8e édition de l'exposition et conférence internationale de défense maritime, DIMDEX 2024, le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a été reçu par le vice-premier ministre, ministre d'État en charge des affaires de la Défense, son Excellence Khalid bin Mohamed Al-Attiyah, à sa résidence à Doha. Ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara a traduit sa reconnaissance à son homologue du Qatar pour l'accueil et toutes les marques d'attention dont lui-même et les membres de sa délégation ont fait l'objet depuis leur arrivée au Qatar. Nous allons tout de suite au Togo et là-bas nous allons parler des élections régionales et sénatoriales. Le président de la République togolaise, son Excellence Fabrice Hissène-Habré, a décidé, lui, de ne pas voter à Lomé, mais d'aller voter dans une ville à l'intérieur, c'est-à-dire Pia. Reportage Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Les Togolais régulièrement inscrits sur la liste électorale sont aux urnes ce lundi 29 avril 2024 afin d'élire leurs nouveaux députés et conseillers régionaux. Le président de la République du Togo, son Excellence Faure Essouzimna Gnassingbé, a rempli son devoir citoyen en votant au bureau de vote numéro 1 du lycée Maman Danida de Pia, commune de Kosa 2, pour les élections législatives et régionales. Dans l'ensemble, le scrutin se déroule dans le calme et la tranquillité. Pour cette double élection, la Cour constitutionnelle a validé 2348 candidatures, ce qui représente un total de 353 listes
pour toutes les circonscriptions électorales. La diversité des candidatures reflète l'énergie de la jeune démocratie togolaise et la volonté de toutes les Togolaises et de tous les Togolais à participer au renforcement de la gouvernance inclusive du Togo dans un environnement de paix et de cohésion. À l'issue de ce double scrutin, 113 députés seront élus pour la nouvelle législature et 179 conseillers régionaux pour les 5 régions administratives du Togo. La ministre de la fonction publique de la République de Côte d'Ivoire, Mme Anne-Désirée Oloto, a organisé une conférence sur le leadership féminin. Reportage Ousmana Koulibaly, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Mme Anne-Désirée Oloto, a organisé une conférence sur le leadership sous le thème « Le leadership de la femme, administrateur au service d'une administration publique moderne et performante ». Un peu plus de 300 femmes fonctionnaires ont pris part à ce séminaire. Plusieurs femmes administrateurs ont pris la parole pour la circonstance, dont la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Mme Anne-Désirée Oloto, qui a rendu hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour la promotion des femmes à plusieurs hautes fonctions de l'État. La ministre d'État, Mme Anne-Désirée Oloto, invite les femmes fonctionnaires à plus d'engagement professionnel en vue du rayonnement de l'administration publique et de se battre pour monter en puissance dans la société. Nous allons parler du Tchad, le pays du président élu, Mahamat Idriss Déby Itno. La réalité de la diminution des prix des carburants à la pompe est l'un des actes forts du Premier ministre nommé chef du gouvernement tchadien. Reportage Gozo, Gérard Richard, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. La diminution des prix des carburants à la pompe a officiellement été annoncée par le Premier ministre et chef du gouvernement, M. Alamaï Alina, lors de la présentation du programme politique de son gouvernement le 13 juin 2024. En affirmant son engagement envers le bien-être des Tchadiens et des Tchadiennes, le gouvernement s'engage à réduire le coût de la vie. Le ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan et celui du Commerce et de l'Industrie ont signé un arrêté conjoint qui établit les nouveaux prix des carburants qui entreront en vigueur le lundi 17 juin 2024. Dans les stations-service de la ville de N'Djamena, on observe une baisse du prix du gasoil, passant de 828 francs CFA à 800 francs CFA le litre, tout comme le prix de l'essence qui passe de 730 francs CFA à 700 francs le litre. Les consommateurs n'ont pas tardé à réagir, accueillant avec enthousiasme cette baisse des prix des carburants. Un litre coûte cher, presque 750 francs. Bon, le Premier ministre a dit lundi ils vont diminuer, mais ils ont diminué les 30 francs. Donc 30 francs, ça nous arrange. Pourquoi? Parce que 30 francs, ça nous arrange, mais si ils ont réduit à 500 ou bien 450, c'est bon. Je viens de payer le carburant, ça a été réduit quand même. On dit merci beaucoup, ça a été réduit. La mise en place de cette initiative gouvernementale représente un pas majeur vers la diminution du coût de la vie pour les Tchadiens et les Tchadiennes. Maintenant, l'attention est portée vers d'autres produits de première nécessité dont les prix ne cessent de faire des ravages sur les budgets des ménages. Retour toujours en Côte d'Ivoire où on va, comme ça a étayé, tout ce qu'a fait le président de la transition gabonaise. Toujours à Abidjan, il a été de part et d'autre rencontrer tous les Gabonais. C'est une particularité qu'on remarque auprès du général Brice Clotaire Oligui Nguema qui fait du B2B pratiquement. Il ne recule devant rien, veut prendre en compte toutes les préoccupations de ses compatriotes. Il a encore fait Abidjan au grand plaisir de toute la communauté gabonaise vivant en Côte d'Ivoire et l'admiration du peuple ivoirien. Le président de la République gabonaise a échangé avec ses compatriotes lors de son séjour mémorable en Côte d'Ivoire. À des questions, il y a eu des réponses et des souhaits ont été à l'ordre du jour. Mais avant, c'est le lieu de remercier notre partenaire officiel, l'UIL, l'Université internationale de Libreville. Et juste après, on vous proposera cette visite, cette rencontre, cet entretien très fraternel entre le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema et ses compatriotes gabonais vivant en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, un clin d'œil à notre partenaire officiel,
l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2024-2025. Le président de la République gabonaise, son Excellence Oligui Nguema, a été de tout repos lors de son séjour en Côte d'Ivoire, où il a rencontré et écouté toutes les doléances de ses compatriotes vivant dans ce pays frère, au rang desquels le premier diplomate gabonais accrédité en Côte d'Ivoire, son Excellence Faustin Mungengui Nzigou, ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre engagement résolu à rencontrer vos compatriotes de la diaspora chaque fois que l'opportunité vous est donnée est devenue une constante palpable. Dans quelques mois, les travaux de réhabilitation de la résidence de l'ambassadeur prendront fin et donneront fière allure à votre œuvre. Nous voulons saisir cette occasion pour saluer ces efforts remarquables qui devraient s'accompagner de l'acquisition d'une nouvelle chancellerie, Monsieur le Président de la République. Il me plaît de saluer le comportement de la communauté gabonaise en Côte d'Ivoire, une communauté qui a toujours respecté les lois et règlements du pays d'accueil, exemplaire et responsable, qui vit en harmonie et sans histoire avec le peuple ivoirien et d'autres communautés étrangères vivant ici. Toute chose qui honore une fois de plus notre pays, le Gabon et ses autorités. S'exprimant à son tour, Madame Bonda Carlène, porte-parole des ressortissants gabonais vivant en Côte d'Ivoire, a mis l'accent sur les difficultés au quotidien des étudiants gabonais et ceux de ses compatriotes exerçant en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'attirer votre attention sur les difficultés auxquelles sont confrontés les Gabonais résidant en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne nos étudiants, nous sommes profondément préoccupés par le non-paiement des bourses scolaires depuis plusieurs mois, ainsi que par l'absence d'une couverture médicale adéquate. Nous sollicitons également votre appui pour une meilleure insertion professionnelle à l'issue de leurs études et des opportunités de stage et d'emploi au Gabon. Pour nos compatriotes exerçant en Côte d'Ivoire, nous suggérons des politiques encourageant l'entrepreneuriat ainsi qu'une accessibilité accrue au financement et à des initiatives de soutien à la création d'entreprises. Apportant une réponse à la question des bourses des étudiants gabonais en Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères gabonais, M. Michel Régis Onangandiaï, a rassuré ses compatriotes sur le paiement de leurs bourses et a promis de prendre en compte progressivement toutes les questions posées et aspects évoqués par ses compatriotes. Le ministre de l'économie du Gabon, M. Maïs Mouissi, a fait un tour d'horizon des grands travaux engagés au Gabon sous le leadership de l'homme du coup de libération du 30 août 2023, son Excellence, le président de la transition gabonaise, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, à sa prise de parole face à ses compatriotes, n'a pas tari d'éloges à l'endroit de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, saluant ainsi son leadership dans la sous-région ouest
ouest-africaine, leadership qui propulse davantage économiquement la Côte d'Ivoire. Je tenais quand même à remercier ici le président Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour cette visite d'amitié de travail qui nous a permis aujourd'hui de nous retrouver et d'échanger. Et je remercie le peuple ivoirien pour cet accueil et l'hospitalité qui a été réservée à ma délégation ici présente. J'en profite aussi pour saluer le leadership du président Ouattara, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer des performances économiques dignes d'envie. Le chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Nguema, s'est réjoui de l'excellent témoignage qui lui a été fait quant au comportement de ses compatriotes gabonais en Côte d'Ivoire, tout en apportant quelques réponses et traduire sa reconnaissance à ses compatriotes sur leur attitude en Côte d'Ivoire et rassurer les étudiants gabonais sur le paiement de leur bourse. Je suis fier de cette communauté gabonaise en Côte d'Ivoire. J'ai lu plusieurs fiches de renseignements qui m'ont été adressées. Je n'ai parcouru que du bien. Avec le président Ouattara, nous avons échangé en toute liberté. De savoir qu'ici, en Côte d'Ivoire, les Gabonais se portent bien et qu'à Libreville, les Ivoiriens également se portent bien et qu'ils se sentent chez eux. C'est surtout ce qui m'a le plus réjoui. Je comprends vos problèmes. Vous avez parlé de bourse. Mais quand je me déplace quelque part, je me rassure. Peut-être qu'on n'a pas la même information ou qu'on n'a pas la bonne information. Vos bourses sont depuis longtemps payées à BGFI Sénégal. Et je sais ce que je dis. La difficulté qui réside, c'est qu'ici, nous n'avons pas une banque gabonaise pour faciliter les transferts. Oui, mais les bourses sont payées à BGFI Dakar. Donc il va falloir les transférer pour BGFI Abidjan. Je demande à beaucoup de Gabonais qui ne font rien à l'étranger de rentrer chez eux. Je demande également à cette diaspora qui a de l'expérience de rentrer. Ce fut une belle rencontre entre le chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Nguema, et ses compatriotes vivant en Côte d'Ivoire. Une fois n'est pas coutume, c'est un petit pays qui a moins d'informations. Pour nous, en vous en donner, nous allons en Gambie. Ce pays situé très proche du Sénégal, mais d'expression anglaise. En Gambie, le 15e sommet de l'OCI à Banjul s'est achevé dimanche 5 mai 2024. À ce sommet, le président de la République du Sénégal y a pris part. Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, chef de l'État du Sénégal, y était, comme nous le rapporte ici Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a pris part à la cérémonie de clôture du 15e sommet de l'OCI à Banjul. Les travaux de la 15e session de la conférence islamique au sommet, tenue sous le thème « Promouvoir l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable » ont pris fin dimanche à Banjul, en Gambie, avec l'adoption du communiqué final et de la déclaration de Banjul. La cause palestinienne était un point saillant lors de ce sommet de l'OCI. L'organisation a fait un énorme progrès en condamnant ce qu'elle qualifie à ce jour de génocide. La 15e session est un nouveau début pour la Gambie pour renforcer ses relations avec l'ensemble des membres de l'OCI pour la paix, la stabilité et la justice au niveau de notre Oumma et dans le reste des régions du monde. Nous travaillerons sans relâche pour arriver aussi à une solution pacifique au niveau des conflits
qui secoue la planète et qui nécessite notre intervention pour le bien de l'humanité. Notre principe de base doit être guidé par le bien commun de l'ensemble de l'humanité, et cela, bien sûr, nécessite notre engagement à nous tous. Nous devons promouvoir la tolérance comme valeur fondamentale pour la tolérance, le développement et la stabilité. Le Sénégal est resté fidèle à sa position. Pour Dakar, ce sommet revêt une importance d'autant plus qu'il se déroule chez le voisin avec qui il entretient des liens historiques. Nous devons nous appuyer sur les principes de l'islam, à savoir la tolérance, la compréhension et l'ouverture sur l'autre et le pardon. Ainsi, on serait reconnaissant à tous ceux qui ont contribué à asseoir ces valeurs pour que nos sociétés jouissent de la stabilité à laquelle nous aspirons. Altesse, excellent, votre présence ici à Banjul traduit votre engagement pour soutenir les principes de l'OCI, et en tant que président de cette session, je vous prie d'accompagner aussi et d'aider la Gambie lors de sa présidence pendant les 3 prochaines années, afin que nous puissions prendre des mesures concrètes et promouvoir donc le progrès de l'Ummah islamique. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a regagné Dakar après la cérémonie de clôture. Nous allons parler du Bénin, présidé par son Excellence Patrice Talon, un chef d'État aguerri à l'économie et qui sait exactement où amener son pays. La preuve, l'explosion économique, pour ne pas dire le bien-être des populations béninoises, se traduisent par la politique appliquée par le chef de l'État de la République du Bénin. Et dans ce pays, présidé par son Excellence Patrice Talon, il faut noter qu'il a signé avec le Royaume d'Arabie Saoudite un mémorandum d'entente le lundi 10 juin 2024. Ceci pour le bonheur des peuples béninois et aussi ceux environnants, parce que dès qu'un pays explose, se comporte à merveille, c'est les autres aussi qui en profitent. Et ainsi, l'Afrique reste gagnante grâce à ses leaders, qui ont aujourd'hui une vision exacte de ce que veulent leur population. Reportage, Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le Royaume d'Arabie Saoudite est depuis les années 70 un partenaire important du Bénin à travers des financements du Fonds saoudien pour le développement, mais aussi la Banque islamique de développement. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adiadi Bakari, et le vice-ministre saoudien de l'investissement, M. Ibrahim Al-Moubarak, ont procédé le lundi 10 juin 2024 à la signature d'un mémorandum d'entente sur la coopération en matière de promotion des investissements directs. C'est à la salle Fleuve Jaune du ministère, en présence d'une délégation saoudienne et des cadres du ministère des Affaires étrangères. Le mémorandum signé entre le Bénin et le Royaume d'Arabie Saoudite permet aux parties d'encourager les investissements de leurs citoyens et de leurs entreprises dans les deux pays, conformément à leurs législations respectives. Les parties coopèrent dans les domaines tels que l'échange d'informations statistiques relatives aux investissements et aux opportunités commerciales disponibles et l'échange de lois et de réglementations relatives aux possibilités d'investissement direct ainsi qu'à l'amélioration du climat d'investissement dans les deux pays. L'accord prévoit l'organisation d'expositions, d'ateliers, de conférences et d'autres événements visant à développer la coopération dans le domaine de l'investissement et encourager l'échange de visites et d'expertise. Il érige ainsi 3 piliers indispensables pour susciter la confiance des investisseurs: la sécurité, la prévisibilité et la transparence. Au cours de la cérémonie de signature, le ministre des Affaires étrangères, M. Olusegun Adiadi Bakari, et le vice-ministre saoudien de l'investissement, M. Ibrahim Al-Moubarak, ont salué la volonté commune du Bénin et du Royaume d'Arabie Saoudite, portée par le président Patrice Talon et son Altesse royale Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, à accroître les investissements dans leurs pays respectifs. Le président Patrice Talon et le prince Mohamed Ben Salman partagent la même vision, monde multilatéral dans lequel l'Arabie Saoudite a un rôle essentiel à jouer
pour la stabilité du monde, mais aussi pour le bon fonctionnement des institutions internationales. Nous espérons que dans les semaines, mois à venir, vous aurez l'occasion de revenir encore ici, accompagner des investisseurs saoudiens, mais aussi pour votre propre plaisir, parce que nous voulons que le Bénin devienne ce partenaire fiable de l'Arabie Saoudite sur le continent africain. D'après le chef de la diplomatie béninoise, ce mémorandum s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris par l'équipe gouvernementale menée sous le leadership éclairé du président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, pour la mise en place de l'environnement propice aux affaires. Pour M. Ibrahim Al-Moubarak, vice-ministre de l'investissement du Royaume d'Arabie Saoudite, c'est une nouvelle ère qui est amorcée dans les relations entre le Bénin et le Royaume d'Arabie Saoudite à travers la signature de cet accord, car elle facilitera des investissements directs dans les deux pays. Nous allons aux États-Unis, en marge du 7e forum annuel sur le financement de la santé. Aux États-Unis, Maître Adama Camara, ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, a sensibilisé la diaspora ivoirienne des États-Unis d'Amérique. Et là, l'adhésion à la CMU en Côte d'Ivoire a été totale par la diaspora ivoirienne du côté des États-Unis. Reportage Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Dans le cadre de la tenue du 7e forum annuel sur le financement de la santé, co-organisé par la Banque mondiale, l'Agence américaine pour le développement international et le mécanisme de financement mondial pour les femmes, les enfants et les adolescents, le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara, a conduit une mission à Washington DC et à New York du lundi 15 au lundi 22 avril 2024. En marge de ces activités, le ministre Maître Adama Camara a organisé une campagne de sensibilisation de proximité sur les modalités d'adhésion au régime de retraite complémentaire par capitalisation ainsi qu'au régime social du travailleur indépendant à l'endroit de la diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis au consulat général de Côte d'Ivoire à New York. Les membres de la mission permanente de la République de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies et du Consulat général de Côte d'Ivoire à New York reçoivent ici des informations sur les bienfaits de la complémentaire ainsi que de la couverture maladie universelle. Les membres de la délégation conduite par le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara, ont répondu à toutes leurs préoccupations. Dans l'après-midi, la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis a reçu à son tour le message de sensibilisation et d'adhésion à la couverture maladie universelle et au régime social des travailleurs indépendants. À la demande du président de la République, nous avons opté pour un système d'identification au niveau de la couverture maladie universelle de dernière génération, l'enrôlement biométrique. Et la Banque mondiale a été fortement séduite par ce système d'enrôlement, un système antifraude. Nous travaillons sur ce sujet-là avec toutes les perspectives d'utilisation qui pourraient être faites des données biométriques. Prendre les bonnes décisions pour assurer sa retraite pendant que l'on est encore capable de le faire. Il s'agit de la vision globale défendue par le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara. Les objectifs que nous poursuivions, faire des cotisations sociales la première source de financement de la santé. Nous sommes venus nous imprégner des connaissances de la Banque mondiale qui déjà à Abidjan nous appuie sur comment faire pour que notre économie, qui est dominée par le secteur informel, assez productif, nous puissions prélever à la source des cotisations sociales aussi bien pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse. La Banque mondiale non seulement nous soutient, mais va nous appuyer en termes d'expertise pour que ce chantier important que nous avons commencé à Bassam devienne une réalité. Cette séance d'information et de sensibilisation vise à permettre à la diaspora ivoirienne de bénéficier de nombreux avantages qu'offrent les différents mécanismes de protection sociale afin de leur assurer une retraite épanouie, mais aussi de garantir la santé de leurs ayants droit ou familles vivant en Côte d'Ivoire. Toutes les inquiétudes des membres de la délégation conduite par le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara, ont été satisfaites.
Nous allons au Sénégal, le pays de Macky Sall, du président Macky Sall, pour encore quelques semaines. Au Sénégal, les productions initiales de pétrole brut et de gaz naturel envisagées à partir de mai 2024 pour le bonheur du peuple sénégalais. Certaines mauvaises langues se sont dit « Est-ce que c'est tout ça qui fait tous ces gros enjeux électoraux du côté du Sénégal, le pays de la Teranga ?» Non, ce n'est rien d'autre que la continuité démocratique d'un pays qui se veut un pays exemplaire en Afrique en termes de démocratie. Reportage Charlotte Abdoulaye. Il est un peu plus de 10 heures quand l'hélicoptère transportant à son bord M. Antoine Félix Abdoulaye Diome, ministre du Pétrole et des Énergies du Sénégal, et sa délégation a atterri sur le FPSO Léopold Sédar Senghor. L'unité flottante de production, de stockage et de déchargement du gaz naturel liquéfié du projet GTA est arrivée sur le champ pétrolier de Sangomar le 10 février dernier. Pour ce qui est du projet pétrolier Sangomar, il affiche un niveau d'avancement de l'ordre de 95%. Le FPSO Léopold Sédar Senghor ayant été livré en février dernier, les parties prenantes prévoient la production initiale du site entre mai et juillet 2024. La visite du ministre du Pétrole et des Énergies du Sénégal, M. Antoine Félix Abdoulaye Diome, sur le FPSO Léopold Sédar Senghor, a commencé par la présentation du site des opérations, ensuite visite guidée des différentes installations unités flottantes de production, de stockage et de déchargement du gaz naturel liquéfié. Après une visite guidée, nous avons pu nous rendre compte sur site de l'avancée du projet. Et en ayant fait le point, on s'est rendu compte que le taux de réalisation global est de 95% pour un premier baril attendu entre le mois de mai et le mois de juillet 2024. Et j'ai insisté au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall parce qu'il y tient, il tient à ce que le First Oil soit livré conformément au calendrier qui a été retenu et les ingénieurs qui sont sur site s'attellent à l'atteinte de cet objectif. Et ils ont tenu des propos très rassurants parce qu'ils ont effectivement expliqué que le chantier se passe, l'exécution du chantier s'effectue normalement. L'État du Sénégal et la filiale Woodside Energy, opérateur du projet Sangomar, ont franchi une nouvelle étape dans l'exploitation du pétrole. Notre bassin sédimentaire est encore sous-exploré. Sur un ensemble de 32 blocs répartis sur le territoire terrestre et le territoire maritime, 21 blocs sont encore libres. Pour les blocs qui font l'objet d'attribution et pour ceux sur lesquels des découvertes ont été déjà réalisées, il y a beaucoup de choses encore à apprendre et à découvrir au fur et à mesure que l'exploitation se fera. Un peu plus d'une vingtaine de Sénégalais travaillent actuellement sur la plateforme, l'une des composantes du FPSO Léopold Sédar Senghor est l'unité de comptage. Elle permet de bien préserver les intérêts du Sénégal. Quand on sort le pétrole, il faut savoir qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est traité et qu'est-ce qui est commercialisé. Et pour bien assurer la défense des intérêts, ou en tout cas bien préserver les intérêts de l'État du Sénégal, mais aussi de Petrosen, il y a en permanence sur le navire des équipes composées d'ingénieurs à la fois de Petrosen, mais également de la direction des hydrocarbures. Le champ pétrolier Sangomar, c'est environ 24 puits forés dans un réseau d'infrastructures sous-marines qui n'est pas sans risque. Vous savez, pour des projets de cette nature, d'une certaine complexité, mais impliquant des parties venant d'horizons divers, dont nos parents et amis les pêcheurs, il faut toujours discuter, expliquer pour la sécurité de tout le monde. De sorte qu'il va falloir, dans le respect des droits des uns et des autres, qu'il n'y ait pas de divergence fondamentale par rapport à l'approche, mais aussi par rapport à la pratique de l'activité de chacun. Et j'ai bien aimé les travaux de communication, d'interaction au quotidien qui se mènent entre l'ensemble des communautés. Le FPSO Léopold Sédar Senghor est l'élément central du dispositif d'exploitation du champ pétrolier Sangomar, qui est situé à 90 km du littoral au sud sénégalais. Direction le Togo, nous allons parler d'autre chose dans ce pays du président Faure Essossimba Gnassingbé. Suite à la croissance au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en sigle UEMOA,
Abdoulaye Diop félicite le chef de l'État togolais. Reportage Raoul Sankoué, Marcel Bassolé. Le chef de l'État Faure Essosimnania Simbe a échangé le 13 mai 2024 à Lomé avec le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. M. Abdoulaye Diop a fait au président de la République togolaise le point sur la situation économique de l'Union. Il a remercié le chef de l'État pour son implication dans l'atteinte de ces résultats. Cette rencontre a été une occasion pour nous de le remercier encore une fois pour le rôle important qu'il joue dans la marche de notre union et remercier aussi pour tout le soutien actif qu'il ne cesse de nous apporter pour que notre union puisse progresser davantage dans ses objectifs. Et naturellement, ça a été une opportunité pour nous de lui faire la situation économique de notre union, une situation économique qui reste marquée par un dynamisme économique depuis 2 ans maintenant, après les chocs que nous avons connus. Et donc avec des taux de croissance prévus en 2024 de plus de 7%. Donc dans notre union, avec 2 États en particulier qui vont produire à partir de cette année du pétrole et du gaz, ça va booster un peu la croissance dans notre espace. Naturellement, la place et le rôle du Togo sur cette dynamique économique est très importante parce que le Togo affichera cette année un taux de croissance supérieur à 6%, donc ce qui est remarquable. Et les autres indicateurs macroéconomiques aussi, tendanciellement, vont dans le bon sens, notamment sur le déficit budgétaire et sur le taux d'inflation. Donc c'était l'occasion de partager avec le chef de l'État ces bonnes performances macroéconomiques de notre union, la résilience dont notre union a fait preuve ces dernières années, avec les décisions, les orientations prises par nos chefs d'État. Et naturellement, nous avons discuté de la situation de notre espace et ça a été l'occasion pour nous de recueillir ces orientations avisées, parce que nous savons le rôle important, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il joue dans cet espace sous-régional qui est le nôtre. L'Union des États monétaires ouest-africaines a été créée le 10 janvier 1994. L'Union économique et monétaire ouest-africaine est une institution sous-régionale qui regroupe 8 États, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Elle a pour objectif l'édification en Afrique de l'Ouest d'un espace économique harmonisé et intégré au sein duquel est assurée une totale liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services et des facteurs de production. Nous allons au Congo, le Congo du président Sassou Nguesso, dont la capitale est Brazzaville, et nous allons ensemble regarder les différentes évolutions et surtout ce qui marque aussi le pas politiquement du côté de ce pays d'Afrique centrale. Au Congo-Brazzaville, c'est vers l'élaboration d'un programme d'accélération, de mise en œuvre du plan national de développement à Brazzaville, en présence du Premier ministre congolais, M. Anatole Koliné-Makosso. Ce programme de développement ne peut être que profitable pour les populations congolaises. Reportage Raoul Sankoué. Le 7e séminaire gouvernemental a débuté ce lundi 19 février 2024 à Brazzaville en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. Le gouvernement entend élaborer un programme d'accélération de la mise en œuvre du plan national de développement 2022-2026 et de la prise en charge des aspirations de la jeunesse sur la base des orientations du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a déclaré ce 19 février 2024 à Brazzaville le Premier ministre, chef du gouvernement congolais, M. Anatole Koliné-Makosso. Les orientations du chef de l'État autour desquelles vont se structurer nos débats au cours de ce séminaire portent notamment sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre du plan national de développement 2022-2026, l'urgence de mettre en œuvre un programme de prise en charge de la jeunesse en cette année 2024, décrétée année de la jeunesse. Le besoin d'engager d'importants travaux d'assainissement aux fins de renforcer la résilience urbaine de nos villes. L'exigence de mettre en œuvre un plan d'urgence et de contingence pour faire face aux catastrophes humanitaires découlant des inondations
des vents violents, des érosions et glissements de terrain. Le Premier ministre congolais Anatole Koline-Makosso, dans son discours d'introduction, a insisté sur la question de l'employabilité des jeunes Congolais, conformément aux orientations du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Sur la base de toutes ces orientations, nous avons à élaborer un programme gouvernemental d'accélération de la mise en œuvre du plan national de développement 2022-2026 et de la prise en charge des aspirations de la jeunesse, dans un contexte marqué par la précarité des ressources, les turbulences inflationnistes et la poursuite du programme avec le Fonds monétaire international qui, en principe, arrive à terme cette année. Le programme gouvernemental en élaboration est donc structuré en 4 sous-programmes que sont le sous-programme Pro-Jeunes sur l'employabilité, l'entrepreneuriat, l'éducation et l'accompagnement des jeunes. Les particularités de ce 7e séminaire gouvernemental, a rappelé le chef du gouvernement, sont de répondre aux directives et orientations données par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, de sa tenue dans un contexte d'année de la jeunesse et à moins 2 semaines de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse, convoquée par le président de la République du Congo du 28 février au 2 mars 2024. Les orientations du chef de l'État partent également sur le besoin d'engager d'importants travaux d'assainissement aux fins de renforcer la résilience urbaine des villes du Congo, l'exigence de mettre en œuvre un plan d'urgence et de contingence pour faire face aux catastrophes humanitaires découlant des inondations, des vents violents, des érosions et de glissements de terrain. Si on peut dire officiellement que les lampions se sont éteints du côté de la Côte d'Ivoire après la brillante prestation et la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, mais pour le gouvernement, rien n'est terminé. Le gouvernement tient à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est cette manière de faire qui est appréciée par tous. Et vous allez voir, grâce à la caméra d'Ousmane Coulibaly, ce que le gouvernement continue de faire. Le Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Robert Begré-Mambé, a présidé la rencontre de gratitude de la nation aux milliers de jeunes bénévoles et volontaires de la CAN 2023. Avec la présence des membres du gouvernement, presque dans la totalité je dirais, le Premier ministre, dans son humilité légendaire, qu'avait aussi à ses côtés le président du COCAN et le ministre de la Jeunesse, de la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire, M. Touré Mamadou, qui a un souci permanent et qui a une envie, c'est de voir la jeunesse de Côte d'Ivoire réussir sur tous les plans. Un brillant ministre, le ministre Touré Mamadou. Vous allez voir cette ambiance du Palais des Sports, couvert par la caméra d'Ousmane Coulibaly. Comme vous voyez en ce moment, ce palais plein comme un œuf. Reportage Ousmane Coulibaly et votre humble serviteur. C'est dans un palais des sports de Treichville à Abidjan, plein comme un œuf, que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a décidé d'honorer les dignes ambassadeurs que sont les bénévoles et volontaires qui ont joué leur partition dans l'ombre pour la CAN 2023. Ils étaient presque 10 000, ces volontaires et bénévoles ivoiriens, acteurs principaux pour la réussite de cette CAN 2023. Présidé par son Excellence M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien, ministre des Sports et du Cadre de vie, en présence de nombreux ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et du président du COCAN, M. le maire de Treichville, Albert Amicha. Quand nous avons parlé du programme volontaire, programme bénévole, beaucoup de nos frères et sœurs étaient sceptiques. Quels sont ceux qui ont été les acteurs principaux de la réussite de la CAN 2023 qui s'est déroulée en janvier-février 2024? C'est vous les volontaires, c'est vous les bénévoles. Un des acteurs, et pas des moindres, aux côtés du Premier ministre en charge de la jeunesse de Côte d'Ivoire, fait quand même quelques rappels pour des mémoires promptes à l'oubli. On écoute ici M. Touré Mamadou, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique et porte-parole adjoint du gouvernement. L'une des actions fortes qui a été une plus-value dans cette CAN a été la sensibilisation pour
le fair play. Oui, je me souviens que lorsque nous avons perdu contre la Guinée équatoriale, lorsque nos joueurs avaient des difficultés pour quitter le stade devant la colère donc des supporters, ce sont les volontaires qui ont sécurisé les joueurs, qui ont encadré les joueurs, qui ont accompagné les joueurs. Je voudrais ici leur dire merci. Merci pour ce qui a été fait. Le ministre Touré Mamadou précise bien que ces bénévoles et volontaires ne seront pas oubliés après cette expérience. Il fait quelques rappels. Comment est-ce que nous allons capitaliser tout cela? Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, avait déjà anticipé. En 2023, en pleine année de la jeunesse, le chef de l'État a signé un décret créant le corps des bénévoles et des volontaires dans notre pays. Donc la première des choses, c'est que tous ces jeunes seront reversés dans le corps des bénévoles et des volontaires pour qu'ils puissent continuer leur mission, Et à cet effet, en lien avec mes autres collègues, membres du gouvernement, nous allons vous proposer dans les prochains jours un programme national des bénévoles et des volontaires. L'une des réformes sur la politique d'insertion cette année, que nous allons présenter dans quelques jours à l'occasion de l'an 2 du PJGouv, c'est de faire en sorte que les bénévoles et les volontaires soient dorénavant priorisés dans toutes les politiques d'insertion dans notre pays. C'est alors que le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Robert Begré-Mambé, a simplement qualifié, avec son humilité légendaire, les volontaires et bénévoles de cette CAN 2023 des debout. J'ai vu sur tous les stades l'intelligence, le sérieux et le professionnalisme des bénévoles et des volontaires. Ce matin, c'est vous, les debout. Je suis venu ce matin vous dire, au nom du président de la République, le président Alassane Ouattara, votre père et votre grand-père, que nous sommes fiers de vous. À tout seigneur, tout honneur, il n'a manqué aucun instant pour féliciter l'engagement du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour avoir mené à bien cette CAN 2023. Et dans ce palais des sports de Treichville, en présence des membres du gouvernement, les bénévoles et volontaires ont été honorés. Et dans cette fierté, présentant une fois de plus le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, qui donne désormais aux éléphants de la Côte d'Ivoire leur 3e étoile. C'est dans cette très belle ambiance de gratitude profonde des membres du gouvernement et du président de la République de Côte d'Ivoire à la jeunesse, aux 10 000 volontaires et bénévoles issus de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Félicitations à tous ces bénévoles et à tous ces volontaires. Nous n'oublierons notre gouvernement avec à sa tête notre chef de l'État, le président son Excellence Alassane Ouattara, qui non seulement a dédié cette année 2023-2024 à la jeunesse, mais aussi qui a vraiment œuvré pour que cette CAN soit belle. C'est une cérémonie, une belle cérémonie qui honore la jeunesse dans toute son entièreté. Et la CAN s'est bien déroulée en Côte d'Ivoire. Nous avons remporté la CAN et nous les bénévoles, nous avons apporté une touche particulière à cette organisation. Merci à la population, merci aussi aux autorités qui mettent la main dans ce qu'on fait. Il faut dire aussi que cette CAN a été vraiment bien organisée. Il y a eu de la mobilisation autour de cette activité. Les gens se sont massivement pour pouvoir participer à cette cérémonie-là. Je suis très heureux de participer à cette cérémonie. Vraiment, je suis très heureux pour cette initiative. Je dis merci toujours pour qu'on puisse toujours continuer dans cet élément. Ça a été vraiment une réussite. Vraiment, félicitations au gouvernement et félicitations à notre président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le scoutisme ivoirien a fourni beaucoup de bénévoles et de volontaires dans la participation de ces CAN. La participation de tous ces jeunes à la réussite de ces CAN ne s'arrêtera pas là,
Mais il y aura tout un programme qui sera développé pour eux après cette CAN, de telle sorte que lorsqu'on demandera ici en Côte d'Ivoire des bénévoles ou des volontaires, on pensera à tous ces milliers de jeunes qui, dans les premières heures, ont répondu présent. C'est la grande joie. La fête fut belle. Et les jeunes ont répondu présent. Tous les bénévoles étaient là. À travers ce programme, des bénévoles qui ont travaillé sur pratiquement toute l'étendue pour rendre aussi hommage à Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, qui s'est battu corps et âme pour promouvoir la jeunesse ivoirienne. Les bénévolats, d'autres vont prendre ça comme quelque chose qui n'a pas de valeur, mais moi qui ai milité à plusieurs mouvements en tant que bénévole, je sais ce qu'il y a derrière. Nous ne pouvons dire que merci, merci au chef de l'État. Nous allons au pays de la Teranga, à savoir le Sénégal, où déjà l'équipe en place est au four et au moulin. La politique au Sénégal, version son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est déjà en marche, avec la passation de service entre le Premier ministre sortant et M. Ousmane Sonko, nouveau Premier ministre, qui prône la rupture et l'efficacité. L'équipe de rédaction de CNN a décidé de faire un tout petit peu ce qu'on appelle un coup double, à savoir vous présenter cette passation de service entre le Premier ministre sortant et le Premier ministre entrant, et ensuite vous présenter aussi le premier conseil de ministres de la République du Sénégal. Reportage Charlotte Aboulaye, Gérard Richard Gozo, Tchatchoua Séverin et Marcel Bassolé. Le nouveau Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et son prédécesseur, M. Sidiki Kaba, ont procédé le lundi 8 avril 2024 à la passation de service actant l'entrée en fonction officielle du chef du gouvernement désigné par le nouveau président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le Premier ministre sortant, M. Sidiki Kaba, a accueilli et introduit le nouveau Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko, nommé le 2 avril 2024, prend fonction officiellement le 8 avril 2024. Pour rester dans le registre de la rupture prônée par le renouveau régime, l'acte se vaudra purement technique. On est réunis aujourd'hui dans le cadre d'une tradition républicaine qui rappelle un principe fondamental, celui de la continuité de l'État, qui transcende les pouvoirs qui se succèdent, les différents régimes, et qui doit rester au service du peuple, quelle que soit la coloration des équipes qui arrivent. La cérémonie d'aujourd'hui est la matérialisation du choix qui a été porté sur notre modeste personne par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour coordonner et impulser l'action du gouvernement. Donc nous sommes venus procéder à la transmission de cette lourde responsabilité entre le Premier ministre sortant, M. Sidiki Kaba, et moi-même. Présents pour cet acte solennel, les plus proches collaborateurs, les ministres entrants et sortants, le secrétariat général du gouvernement, l'administration de la primature et pour finir, l'inspecteur général d'État pour officialiser cet acte. S'exprimant devant les journalistes à l'issue de la cérémonie, le nouveau Premier ministre a fait observer que la passation de service, qui s'est passée dans de très bonnes conditions, permettra à la nouvelle équipe de commencer à exercer ses nouvelles responsabilités. C'est une passation qui s'est passée dans de très bonnes conditions. Je remercie M. le ministre donc et toutes ses équipes pour l'accueil, pour la qualité des documents de passation qui ont été élaborés. Et je le félicite également pour ces longues années de bons et loyaux services à la tête de l'État, au sommet de l'État en tout cas, et surtout ces longues années de services irréprochables puisqu'il a eu à exercer dans différents départements ministériels. Et je n'ai pas souvenance qu'il ait été cité dans autre chose qu'une bonne application des consignes, des directives, mais également de la déontologie. Nous le félicitons et nous lui souhaitons une bonne continuation, certainement dans d'autres sphères, dans d'autres activités. Et dans les prochaines heures et les prochains jours, nous nous attellerons à installer l'ensemble du gouvernement
pour que, immédiatement après les fêtes de Korité, les différents départements ministériels puissent être opérationnels. Le nouveau Premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko, est né le 15 juillet 1974 à Thiès, inspecteur des impôts et des domaines. Il a servi 15 années durant. Il a été vérificateur fiscal, auditeur interne, premier secrétaire général du syndicat autonome des impôts et des domaines, homme d'État sénégalais, député à l'Assemblée nationale de 2017 à 2022, maire de Ziguinchor depuis 2022. C'est tout simplement un rapprochement, une ouverture totale qu'offre le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, à des afro-descendants, à tous ces Brésiliens originaires du Bénin, parce qu'on sait tout simplement les mouvements de l'esclavage en ont fait des afro-descendants. Et une case qui est représentative de cette image sera visitée par le président de la République du Bénin, qui s'est rendu du côté du Brésil. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, qui est allé vendre aussi la destination Bénin au Brésil, avec des annonces importantes, comme nous le relève ici ce reportage de Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé et Gérard Richard Gozo. Dans la poursuite de son séjour en terre brésilienne, le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a effectué une visite à la Casa do Bénin, à Salvador de Bahia. La Casa do Bénin est un lieu emblématique qui relate, à travers des œuvres d'art et des vestiges historiques, la relation entre la culture béninoise et afro-brésilienne. Son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin, a encore une fois souligné les mérites et l'attrait de l'économie béninoise et invité les Brésiliens à s'intéresser davantage au Bénin. À cette occasion, 3 annonces importantes qui contribuent à encourager les échanges entre le Brésil et le Bénin. Il s'agit notamment de l'octroi de la nationalité béninoise et du passeport béninois à tous les afro-descendants qui en manifestent le désir. La suppression du visa d'entrée sur le sol béninois à tous les Brésiliens et une liaison aérienne directe et régulière entre le Brésil et le Bénin au départ de Salvador de Bahia à destination de Cotonou. Le développement humain qui a été forcé dans le passé doit être spontané et volontaire par la coopération entre les peuples. C'est pour ça que la liaison aérienne entre le Bénin et le Brésil, entre Salvador et Cotonou, qui se fera régulièrement, à peu de coûts, et pour lequel les afro-descendants n'auront pas besoin de visa parce qu'ils auront tous le passeport béninois, et pour lequel les autres Brésiliens n'auront pas besoin de visa parce qu'avec leur passeport, ils peuvent aller au Bénin librement. Cela sera l'occasion pour nous de tisser des liens de coopération, de travail, d'investissement, de coopération technique et d'intérêts d'échanges commerciaux. Ainsi, la collectivité ne servira pas seulement pour la mémoire, pour l'histoire, pour le plaisir, pour les visites d'échanges entre familles, mais ce sera aussi pour booster les échanges, pour booster l'investissement, afin que le développement soit partagé et volontaire. Le Brésil est déjà une puissance dans tous les domaines. Et l'Afrique reste encore une terre d'opportunités. Le Bénin est encore un pays qui commence à se développer. Mais le Bénin offre tellement de possibilités d'investissement pour les Brésiliens dans tous les secteurs. Le Brésil offre tellement de possibilités d'échange, de commerce, d'échange de biens, d'expertise, de compétences que nous avons tout à gagner en étant plus proches, en étant plus en relation, en étant plus connectés. De ma visite au Brésil, de ma visite ici à Salvador, et je veux le répéter. Le premier, c'est pour rétablir le lien naturel qu'il y a entre nous, et qu'on puisse se fréquenter, se voir, pour l'amitié, pour la fraternité, pour le plaisir. Et le deuxième intérêt, c'est donc pour le développement, pour les affaires, pour le business, pour le développement économique. Je ne peux exprimer tout cela sans avoir une pensée pour la mémoire de Fatoumbi Berger, celui qui a été à l'origine de ce bâtiment qui est l'incarnation du Bénin ici à Salvador. Il a été un prophète en implantant cette maison ici pour le Bénin, pour le Brésil. Nous allons donner une nouvelle vie à la maison du Brésil, à la maison du Bénin ici à Salvador. Et monsieur le préfet, avec votre permission, nous ferons de cette maison le cœur vivant des échanges entre le Brésil, entre le Bénin et Salvador. Permettez-moi de vous remercier pour l'entretien, puisque ces lieux
qui est la terre du Bénin ici implantée à Salvador, vous l'avez entretenu. Vous avez fait de ce lieu la mémoire du Bénin, un peu le Bénin ici à Salvador. Merci. Je ne vais pas arracher cette maison à votre affect, mais vous allez permettre que désormais ce soit ensemble que nous occupons de cette maison. Merci encore. Le président béninois, son excellence Patrice Talon, a émis le souhait de voir les liens d'amitié entre les deux peuples se transformer rapidement en partenariats commerciaux afin de favoriser les échanges et de favoriser la croissance du Bénin. C'est terminé pour ce rendez-vous hebdomadaire Constieka All Week News, tout en vous rappelant de suivre notre chaîne de télévision 24 h sur 24 sur les www.cnntv.ci et en replay sur www.ciwebinfo.net. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Restez des nôtres, je suis Constieka, au revoir.